Nous allons pouvoir démarrer. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 175e de l'Institut Thomas More. Je salue ceux d'entre vous qui sont sur Zoom et je salue également ceux qui nous suivent, qui suivent notre Facebook Live. Alors, cette rencontre, nous avons souhaité la consacrer à la révolution numérique que nous vivons depuis quelques années. C'est une banalité de le dire, le développement des technologies numériques produit ses effets sur l'ensemble des champs de nos vies, vie collective comme vie privée. Dans l'économie, dans la vie sociale, dans la vie démocratique, dans l'ordre international, dans la guerre, dans la médecine, comme dans le secret de notre vie intime, dans notre corps, notre intelligence, notre sensibilité, prendre la mesure de cette révolution sous nos yeux est un impératif pour chacun. Pendant un peu plus de 2 siècles, à peu près, le progrès, la science, excusez-moi que je fais admettre les personnes qui arrivent, excusez-moi. Pardon, oui, donc je disais, pendant un peu plus de 2 siècles, le progrès, la science et la technique se sont déployés en Occident sans rencontrer d'embûches insurmontables. Il y a eu des inquiets, bien sûr, des réticents, des Cassandres. Je pense, pour aller vite, à certains dans l'Église, à des mouvements ouvriers, à certains aspects du courant romantique. Je pense aussi à Heidegger, par exemple, en plein XXe siècle, qui a tant réfléchi à ce qu'il appelait l'ère de la technique. Logiquement, et très schématiquement, je vais naturellement très vite, et je suis très simpliste dans ce que je dis, mais logiquement, la modernité produisait des antimodernes. Mais enfin, le progrès s'est déployé pendant ces 2 siècles et un peu plus dans la production, dans les sciences, dans la médecine, dans les transports, dans l'habitat, etc. Résultat, nous vivons tous plus facilement, plus longtemps, en meilleure santé, plus confortablement que nos aïeux. À partir des années 1970 et dans les décennies qui suivent, l'édifice se fissure et des doutes insistants commencent à émerger. Le souci écologique prend forme, s'impose lentement et devient omniprésent, parfois à l'excès. Mais ce qui advient aussi, à partir des années 1990 et 2000, c'est la révolution numérique. Très vite, je l'ai dit, elle s'installe dans nos vies, dans nos poches, à la maison, au travail, partout. Sa singularité, c'est sa puissance sur nos vies. L'arrivée du frigidaire dans les foyers de nos parents et de nos grands-parents a eu un impact sur leur vie. Mais cet impact était incomparable avec celui du smartphone sur la nôtre et dans celle de nos enfants. Cet exemple paraîtra trivial à certains, mais on peut dire la même chose de sujets plus graves et plus sérieux. En médecine, par exemple, les antibiotiques ou le scanner furent assurément des progrès considérables, mais le potentiel de la e-santé et de l'usage de l'intelligence artificielle en médecine sont sans commune mesure. Mesure, le mot vient à point. Ce qui inquiète en effet dans la révolution numérique, c'est le manque de mesure, l'empire sans limite, la perte de contrôle. L'employé entend parler d'usine zéro ouvrier et le médecin de robots chirurgiens bien meilleurs que lui. Le citoyen vit sous le regard de caméras de surveillance de plus en plus nombreuses, et pas seulement en Chine, et est enjoint de télécharger une application gouvernementale de traçage numérique. L'électeur doute que son vote ait une valeur, puisque les élections sont manipulées par des hackers au service de puissances hostiles. Et l'homme et la femme, que nous sommes tous, s'entendent dire que leur corps n'est qu'un amas de cellules composables et recomposables à l'infini, que leur âme est un banal disque dur et leur intelligence une pitié comparée à la vitesse de calcul de l'intelligence artificielle. Comme le dit le frère Éric Salobir dans son livre que je vais vous présenter dans 1 minute, l'homme n'a jamais été aussi puissant et pourtant jamais il ne s'est senti aussi perdu. Dès lors, comment reprendre le contrôle? Comment ne pas rester simple spectateur de cette emprise technologique toujours croissante? À quelle morale personnelle et collective soumettre ce grand bouleversement? Quelles limites éthiques et quelles règles politiques et juridiques sont nécessaires? Comment préserver nos libertés fondamentales? Comment enfin préserver nos principes démocratiques? C'est pour répondre à ces questions complexes et urgentes que nous avons sollicité 3 orateurs que je vous présente dans l'ordre de leur prise de parole. Tout d'abord, le frère Éric Salobir. Merci, mon frère, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dominicain, consulteur auprès du Saint-Siège, spécialiste des nouvelles technologies, fondateur du think tank Optique, qui travaille sur la place de l'homme au cœur des technologies. Et on a le plaisir de vous recevoir ce soir pour ce livre, Dieu et la Silicon Valley, qui a paru le mois dernier aux éditions Buchet-Chastel.
Dans ce livre, vous évoquez certains des thèmes que je n'ai fait qu'effleurer et bien d'autres aussi. Son intérêt réside principalement dans le fait que c'est un homme de foi que vous abordez la révolution numérique. Votre souci, c'est l'homme, son âme, sa quête de sens, son besoin d'absolu, l'amour aussi. Et vous cherchez une voie d'équilibre entre la technophilie béate et le techno-rejet, si je puis dire, une voie qui permette à l'homme de préserver son humanité, sa dignité, sa liberté. Nous serons heureux de vous entendre dans un instant sur les moyens d'y parvenir. Puis nous écouterons Olivier Babot, qui donc est là, et je m'en réjouis naturellement. Bonsoir encore une fois, cher Olivier. Vous êtes le fondateur et le président du bien connu en France Institut Sapiens, dédié lui aussi à la réflexion sur la place de l'être humain dans le monde technologique. Et vous avez publié au mois de septembre le nouveau désordre numérique, le voici, également aux éditions Buchet-Chastel. On fait ce soir une soirée spéciale Buchet-Chastel. Dans ce livre, vous lancez une triple alerte sur ce que vous appelez la nouvelle économie féodale, la société en miettes et la défaite de l'individu. Et vous n'y allez pas par quatre chemins en écrivant par exemple « Le numérique réalise une seconde révolution cognitive qui n'est plus une force de réunion, mais au contraire un puissant levier de division de l'humanité ». Vous nous direz, vous aussi, comment résister à ces périls que vous identifiez si clairement et si fortement, quelles réponses, encore une fois, éthiques, politiques et juridiques, vous envisagez. Et puis enfin, nous nous tournerons vers Cyril Dalmont. Bonsoir, cher Cyril, qui est connecté depuis Lyon. Les amis de l'Institut Thomas More commencent à bien vous connaître, puisque vous avez rejoint notre équipe il y a 2 ans et demi à peu près. Vous êtes titulaire d'un master de droit, vous avez longtemps travaillé à l'Assemblée nationale, puis vous avez rejoint le secteur privé. Vous avez publié plusieurs notes pour l'Institut Thomas More, dont une sur l'intelligence artificielle et la santé, et une autre qui a fait pas mal de bruit pendant le premier confinement, donc au printemps, sur le traçage numérique. Vos travaux se concentrent désormais sur 2 axes, la question ardente de la souveraineté numérique, d'une part, et celle des dangers qui planent sur nos libertés fondamentales dans l'espace numérique, d'autre part. Sur ce dernier point, vous travaillez d'ailleurs actuellement à une proposition très opérationnelle sur la personnalité juridique numérique. Vous travaillez à un rapport dont vous nous parlerez ce soir en avant-première, mais sans tout dévoiler naturellement. Voilà, avant de passer la parole à nos orateurs, je vous dis 2 petites choses rapidement. Je vous demande bien à tous de veiller à vos micros, de les tenir éteints le temps que les autres orateurs parlent, et vous pourrez naturellement les rebrancher si vous voulez prendre la parole au moment des questions, mais le temps de prise de parole des orateurs, je vous demande de bien garder vos micros éteints pour qu'il n'y ait pas de friture sur la ligne, si je puis dire. Et puis, deuxième petit élément, nous tâcherons de finir à 20h, voire 2-3 minutes avant, parce que pour les Français qui nous suivent, en tout cas, le président de la République prend la parole à 20h pile sur le déconfinement et donc, naturellement, je pense qu'un bon nombre d'entre nous, souhaitent suivre son allocution. Donc, on tâchera de finir à 20h pile, voire même, si c'est possible, quelques minutes avant. Voilà, je passe la parole maintenant au frère Éric Salobir pour un quart d'heure environ. Je vous remercie. Alors, c'est ça, tout le monde doit avoir son micro éteint, mais moi, je vais essayer d'avoir le mien allumé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'idée, effectivement, c'était de voir un peu quelles sont les réponses juridiques, politiques, éthiques à ces grands bouleversements numériques. C'est un peu la question que vous nous avez posée à tous les trois. Moi, j'aurais tendance à renverser l'ordre de la question en nous disant d'abord quelle société voulons-nous bâtir, c'est-à-dire quelle question éthique. Ensuite, comment voulons-nous ou pouvons-nous la gouverner? C'est une question plus politique. Et ensuite, avec quels outils législatifs? Et là, on entre dans une dimension plus juridique. Et je pense qu'effectivement, cette question, elle est particulièrement pertinente parce que, effectivement, ces technologies, comme vous le soulignez, elles ont transformé et elles transforment notre monde vraiment en profondeur. C'est à la fois une révolution industrielle et cognitive comme on n'en a pas connu depuis extrêmement longtemps, mais en même temps, ce sont des technologies, il faut bien le reconnaître, en 2020, qui ne nous ont pas protégés contre le virus. On peut se demander, avec tout l'argent qu'on a mis dans des technologies aussi développées, comment on a pu en arriver là, et se pose un peu la question de la responsabilité collective, c'est-à-dire que contrairement à cette rhétorique un peu martiale qui consiste à dire que nous sommes en guerre, en fait on est en guerre vis-à-vis d'un ennemi qui n'en est pas vraiment un, au sens qu'il n'a aucune volonté de nous nuire. L'ennemi, ou du moins la personne responsable, ça n'est ni le virus, ni le pangolin, ni la chauve-souris. Peut-être que quelque part, c'est un peu notre approche des technologies et notre mode de vie qui est à mettre en cause. Et je dirais à la fois en quelques mots,
l'exploitation des ressources, notamment pour mettre en œuvre ces technologies au détriment de l'habitat naturel, le recyclage de ces technologies à l'autre bout du monde, le développement des voyages. Je crois qu'entre 2006 et 2019, le nombre de passagers dans le monde a doublé, avec dans notre économie des chaînes d'approvisionnement qui sont toujours plus longues, toujours plus efficientes, c'est-à-dire à moindre coût, moindre délai, moindre stock. Et effectivement, c'est très positif parce que ça veut dire qu'il y a plus d'accessibilité. J'ai l'impression que mon micro s'est recoupé. Oui, c'est bon, là, on vous entend à nouveau. Là. D'accord. Bon. Alors, j'ai l'impression que voilà, je ne sais pas où j'ai été coupé, mais voilà, ce que je vous dirais en quelques mots, c'est qu'effectivement, il faut qu'on interroge comment dire, modèle. Et pour interroger notre modèle, quelque part, à un moment, si on voit qu'il a atteint ses limites, peut-être qu'il va falloir qu'on le reconstruise différemment. Et c'est là que se pose la question de l'éthique, de quelle société voulons-nous bâtir. Et en quelques mots, je dirais que la première chose, c'est peut-être paradoxalement de faire le deuil de notre toute-puissance technologique. Et parce que c'est amusant de voir que autant la technologie ne nous a pas protégés, autant dès qu'on est face à une crise, la première chose que l'on fait, c'est d'utiliser un drone, une application, un système de diagnostic à distance. Autrement dit, on a toujours des réponses technologiques, peut-être un peu avec une espèce d'arrière-plan de chamanisme. Et peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on accepte de se dégager de ça et de se dire que la technologie ne peut pas être un totem, c'est-à-dire on ne peut pas à un moment tout lui confier, même si elle doit être une part de la solution. Il faut qu'à un moment, on l'utilise vraiment comme un levier, comme un enabler, et à un moment peut-être aussi qu'on la voit comme une icône, c'est-à-dire en fait une porte ouverte sur ce projet de société qu'on veut bâtir. Et ça, je pense que ça déconstruit déjà, ça déboulonne pas mal de choses, et ça nous permet de penser peut-être le monde qu'on veut bâtir sur un modèle nouveau et que je dirais à la fois peut-être équitable et soutenable. Équitable parce qu'il faut placer l'humain au centre, pas comme un consommateur, un utilisateur ou même comme un électeur, mais vraiment comme un humain. Et puis aussi peut-être, voilà, on se dit que de plus en plus, on est défié, on est par la technologie, je dirais de plusieurs façons. D'abord parce que cette technologie, avant même cette crise, c'était une technologie de la personnalisation. On a notre propre newsfeed, nos propres produits, nos propres prix, tout est personnalisé et qu'à un moment, il va falloir qu'on recrée des solidarités autour de ça. Et puis parce que cette crise, elle a mis en lumière un certain nombre de choses. On porte tous des masques, mais paradoxalement, ces masques, ils montrent quelque part le visage de l'autre, le visage au sens lévinassien du terme, c'est-à-dire le visage de l'autre, c'est ce qui nous engage, c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et cette crise, elle nous montre qu'en fait, il faut qu'on passe d'une situation où on voit le soin comme to cure, c'est-à-dire soigner les gens, au care, c'est-à-dire il va falloir prendre soin des gens. Et peut-être que la technologie et la société qu'on va bâtir à partir de ça, c'est une société du prendre soin. Voilà, donc je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on envisage une technologie qui soit plus inclusive. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup, notamment dans le cadre de Tech for Good en France, sur l'inclusion numérique. Et je pense qu'on a tendance à se concentrer beaucoup sur l'inclusion dans le numérique, c'est-à-dire l'accessibilité, l'égalité de traitement par la technologie. Mais il faut aussi voir une technologie qui nous permet une inclusion par le numérique, c'est-à-dire à la fois une forme d'empowerment, c'est-à-dire qu'il va falloir donner des capacités aux gens et puis il va falloir protéger leurs droits. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, d'une société qui serait plus équitable. Je pense aussi qu'elle doit être plus soutenable, qu'elle doit prendre plus largement en compte l'environnement et peut-être qu'effectivement, on a trop pris et considéré notre environnement comme un objet de possession et pas assez comme un objet de respect, de stewardship, de gouvernance, on va dire. Et à un moment, peut-être qu'il va falloir prendre en compte le vrai coût environnemental de notre modèle. L'obsolescence programmée, ça a un coût. Quel est le coût réel en termes de consommation de ressources, d'énergie? Tout ça, c'est quand même beaucoup du non renouvelable. Qu'est-ce que nos technologies nous emmènent à faire? Voilà, et donc je pense que ces deux éléments de soutenable et d'équitable sont deux éléments qui sont liés parce que finalement, penser l'environnement, c'est aussi penser à l'avenir équitable des générations futures. Mais c'est vrai que face à l'urgence, de plus en plus, on voit
que l'important a tendance à s'effacer. Là, il y a des plans sociaux qui arrivent, la raison d'être de l'entreprise, elle risque d'être mise de côté. On avait fait de gros efforts pour limiter l'usage des plastiques à usage unique, mais en fait, on voit bien qu'on est obligé de les remettre en œuvre en raison de la pandémie. En fait, comme si quelque part, l'environnement était un problème de riches. Et je pense que c'est un peu la même chose pour ce qui est de notre rapport à la technologie dans la société et dans l'économie. Le télétravail met en lumière beaucoup d'inégalités entre ceux qui vont perdre leur travail, ceux qui peuvent télétravailler dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, ceux qui sont obligés d'aller travailler au prix de risques et d'une fatigue, tous ceux qui sont un peu en première ligne. Et c'est vrai qu'on est dans une situation où quelque part, la technologie, elle peut être vue comme une solution, je pense à l'automatisation par exemple, qui ne prendrait pas en compte l'humain. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'humain est porteur de risques, hein, de contagion. Certains disent que quelque part, l'humain sont des risques biologiques et qu'effectivement, de plus en plus, on va chercher à avoir des technologies sans humain et un monde sans humain. Et puis le risque porté par l'humain, c'est aussi un risque économique. C'est-à-dire que l'humain, il est fragile, il est faillible, il peut entraîner des interruptions de production, de services, une désorganisation, un blocage. Et face à ça, de fait, on peut voir l'humain comme le maillon faible, comme la partie obsolète, et le remplacer et quelque part bâtir un peu une société qui serait une société pour les humains, mais pas par les humains. Et dans ce cadre-là, peut-être que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'impératif catégorique que nous impose Kant, c'est-à-dire faire de l'autre une finalité et pas un moyen, est-ce que cet impératif-là, il est toujours respecté? Et moi, je dirais que face à cette crise, le danger, ce serait de gâcher cette crise, comme disait Churchill, c'est-à-dire de ne pas prendre la balle au bon pour bâtir vraiment sur des bases neuves. Donc voilà, ça c'est un peu la société dont on rêve. En quelques minutes, un peu comment la gouverner, comment gouverner ce nouveau modèle. Je dirais que face aux crises, en quelques mots, on peut dire que la démocratie est quand même largement mise en cause. Elle est un peu à la peine. On a vu avec les réseaux les problèmes de fake news, de manipulation, de discours violents. On voit avec ce que je vous disais sur l'automatisation, l'émergence de ce qui pourrait être une classe d'inutiles que eux appelleront laissés pour compte, avec un vrai risque social et derrière un risque politique fort que le revenu universel ne suffira sûrement pas à complètement compenser. Et puis, on voit bien avec la lutte contre la pandémie que quelque part, les régimes politiques forts sont ceux qui s'en sortent le mieux. Alors que nous, on se battait pour savoir si Stop Covid était liberticide ou pas, les drones, les QR codes, le social rating a permis à la Chine de se remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, à un moment, on peut se demander, et c'est vrai que c'est une question qui, je pense, circule de plus en plus à bas bruit, si nos démocraties sont vraiment armées pour lutter contre ce genre de crise. Et face à ça, on nous offre peut-être 2 alternatives. D'un côté, ce qui serait des plateformes privées dont on a vu l'efficacité, notamment pour le contact tracing, c'est-à-dire par exemple Google et Apple se mettant d'accord sur des nouveaux standards. Et c'est vrai qu'ils sont très efficaces, mais peut-être un modèle qui serait à la fois néolibéral, technologique, un peu libertaire. Et puis, de l'autre côté, ce qui serait un modèle centralisé de capitalisme d'État qui nous arriverait par les routes de la soie. Voilà, moi, ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'en Europe, on bâtisse une troisième voie? Et si on bâtit sur cette troisième voie, quelle peut-elle être? J'ai l'impression que les choses ont changé aux États-Unis depuis quelques semaines, mais je ne suis pas sûr que les États-Unis nous considèrent déjà comme de nouveau un partenaire et autre chose qu'un simple marché, un marché commun européen sur lequel ils vont essayer de vendre des produits. Peut-être que nous, il faut qu'on développe nos propres champions, notre propre vision. Et c'est vrai que c'est ce que commence à faire un certain nombre de gens en Europe, avec peut-être une tentation qui est celle de la plateformisation des États. Je prendrai un peu l'exemple de l'Estonie. Vous savez, en Estonie, beaucoup de choses ont été numérisées suite à une certaine attaque d'un certain grand pays étranger. Et de fait, on peut, par exemple, souscrire à un certificat de résidence en ligne et puis mener des affaires en Estonie, même si on n'y a jamais mis les pieds. Et c'est vrai qu'on voit qu'on gagne en efficience, on gagne en résilience, mais en même temps, est-ce que faire de l'État un pourvoyeur de services, ça n'est pas à un moment dangereux? Est-ce que d'abord, comment est-ce que cet État va pouvoir continuer à protéger les plus démunis? Est-ce que ça ne va pas creuser un fossé encore plus grand entre des élites qui risquent d'être vues comme apatrides,
C'est un peu ce que disait Welbeck, je choisis mon pays de résidence comme un hôtel, quand j'en suis plus content, j'en change. Et puis une population locale, des agriculteurs, des commerçants, des ouvriers, des artisans, qui eux sont quand même très ancrés dans un terreau local et qui vont sûrement pas se déplacer s'ils sont plus contents de l'État. Donc à un moment, on risque d'avoir aussi cette tension de plus en plus forte entre des élites, c'est un peu une tension des territoires, une tension des populations qui politiquement peut s'avérer extrêmement dangereuse et à un moment finir par remettre en cause l'État-nation. Certains disent que le 21e siècle est le siècle des smart cities, alors que le 20e siècle était celui des États-nations. Moi, je pense qu'il faut être attentif à ne pas affaiblir la raison d'être de ces États qui protègent encore les plus faibles en essayant de leur donner plus de moyens. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la dimension un peu politique. Et en quelques mots, parce que je ne suis pas juriste, j'entrerai pas dans les outils qu'on pourrait utiliser, mais peut-être deux préoccupations pour terminer. La première, c'est celle de la donnée. On a beaucoup travaillé sur sa protection avec le RGPD. Moi, je pense qu'il faudrait aussi travailler sur son accès et sur sa valorisation, sachant que la donnée, l'accès à la donnée, c'est un peu le nouveau monopole. Donc, quelque part, quelle technologie ouvre l'accès à quel type de données? À un moment, la donnée, elle donne accès aussi à des clientèles. Je pense à des plateformes, par exemple, comme des plateformes de vente en ligne, qui sont un peu des gatekeepers, qui à un moment contrôlent des portions entières de notre économie. Et on voit en période de confinement que ces portions-là, elles sont énormes. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ceux qui contrôlent la donnée contrôlent les plateformes et finalement contrôlent complètement notre économie? Et puis, à un moment, c'est ça, la question, c'est comment est-ce qu'il faut valoriser la donnée sans en déposséder les gens? Et puis l'autre point, c'est la réflexion autour de l'intelligence artificielle et de l'algorithmique qui façonne notre société beaucoup plus que ce que l'opinion publique ne pense. Et à un moment, je pense qu'il va falloir qu'on réglemente en profondeur cette gouvernance algorithmique qui est à la fois une gouvernance des algorithmes, mais une gouvernance par les algorithmes. Et pour ça, peut-être qu'il va falloir qu'on choisisse et qu'on hiérarchise un peu mieux nos valeurs. Voilà, donc en conclusion, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que j'aime à dire que les technologies sont des productions de notre société aux deux sens du génitif, c'est-à-dire que nous les produisons, mais qu'elles nous produisent en retour, c'est-à-dire que quelque part, on est un peu produit par nos produits. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on bâtit une technologie plus humaine pour qu'en retour, elle nous humanise? Voilà. Merci, merci Éric Salobien. Comme vous avez été remarquablement concis, je vous pose une question tout de suite. Vous fréquentez beaucoup et vous connaissez bien la Silicon Valley. J'aimerais bien que vous nous disiez, alors un peu, ça fait un peu Tintin reporter, mais ce que vous entendez quand vous êtes là-bas sur vos remarques éthiques ou vos inquiétudes, en particulier la question éthique, la question de la transformation de l'homme, la question de la biologie, de la médecine, etc. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous évoquez ces sujets-là? Moi, je dirais deux choses. Au niveau de la transformation de la société et de l'implication éthique, il y a chez mes interlocuteurs, mais qui sont pour certains quand même des dirigeants de très grandes entreprises, un vrai souci. Et le souci de ne pas voir le modèle sociétal se fracturer, se fracasser complètement, et la volonté d'essayer de trouver des solutions. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant que ce que la presse dit. On a l'impression qu'ils sont juste en train de chercher un quart de point de bénéfices supplémentaires pour améliorer leur quarter, mais je pense qu'on est quand même très, très, très loin de ça. Il y a vraiment cette prégnance. Après, au niveau de l'éthique, il faut se dire que l'Amérique du Nord est quand même la fille de tout un courant, à la fois philosophique, éthique, qui est un courant assez matérialiste, qui est un courant conséquentialiste. Et je pense qu'ils ont cette approche qui est une approche conséquentialiste, qui va par exemple consister à dire que si on ne fait pas de mal, bah, finalement, on peut. Don't be evil, ne soyez pas malveillants. Et moi, ce que j'ai tendance à leur dire, mais si vous n'êtes pas malveillant, vous ne faites pas de mal, mais vous avez encore fait de bien à personne. Et c'est vrai que je pense que ce que peut apporter une réflexion qui vient d'Europe, ça va être une approche qui va être un peu plus continentale, un peu plus kantienne, qui va être une éthique de la maxime, c'est-à-dire faire en sorte que votre maxime devienne maxime universelle. Pour dire les choses de façon extrêmement caricaturale, est-ce que vous auriez envie que ce que vous faites, tout le monde le fasse? Voilà. Donc, quelque part, je pense qu'on peut apporter un changement de perspective et que ce changement de perspective, il fait du bien dans le débat éthique international.
D'accord. Et deuxième petite question, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui là-bas sur la question du revenu universel? Parce que c'est une question qui monte, qui est de plus en plus prégnante dans beaucoup de cercles, qui apparaît comme une réponse pour tous ceux précisément qui vont être les perdants à la fois de la mondialisation et de la révolution numérique. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces cols bleus qui n'auront plus de job dans les usines, encore une fois sans ouvriers? De plus en plus de plus en plus d'univers, si je puis dire, différents montent la thématique du revenu universel, et je serais intéressé de savoir si c'est un sujet là-bas, quoi savoir que oui, et ce qu'on en dit. Alors, c'est un sujet, et c'est un sujet qui est beaucoup plus placé du côté des solutions que des problèmes, hein. C'est un sujet qui a plutôt le vent en poupe. Il y a des expérimentations qui ont été faites, des études. C'est peut-être l'un des sujets sur lesquels on achoppe un peu, et je ne suis pas sûr d'être complètement en cohérence avec nos camarades américains. Je pense qu'il y a quand même plusieurs façons de voir ce revenu universel. La première, ce serait de le voir comme un revenu qui, quelque part, paye des gens qui sont devenus inutiles à la production, mais dont on a besoin qu'ils restent des consommateurs. Donc, comment faire en sorte que ces gens-là, un, ne fassent pas la révolution, et deux, continuent à acheter des produits. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est assez dévastateur. Si on crée une classe d'inutiles, de déclassés, d'obsolètes, je pense qu'on arrive vraiment à ce que je disais sur une société qui est bâtie pour les humains, mais pas par les humains. Et à un moment, cette classe d'assistés, pour moi, c'est trop en inadéquation avec ce qu'est l'humain pour être viable à long terme. Après, il y a une autre approche qui consiste on va dire, constituer un filet de sécurité. Et ça, c'est intéressant comme approche dans un pays où il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité, justement, où il y a quand même un État-providence qui est extrêmement faible. Même la couverture santé est quand même extrêmement spartiate, voire inexistante. Et donc là, effectivement, ça constituerait non pas une façon de vivre, mais on va dire, un espèce de soutien. Et là, il semble que certaines études montrent que ça peut être un facilitateur, soit pour des gens qui vont vouloir se former à d'autres choses, et donc ça aide à rebondir, soit ça peut permettre à des gens d'accepter de faire des métiers qui vont avoir un revenu intrinsèque moindre, mais une valeur sociale forte. Parce qu'il faut reconnaître que je pense l'un des gros problèmes que nous avons dans notre société, c'est pas seulement le fait qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde avec l'automatisation. Et vous parliez des cols bleus. Moi, je pense que le vrai problème, il est pour les cols blancs actuellement. Le problème, il est pour la classe moyenne qui va se trouver, une classe moyenne qui peut être d'analystes financiers, de juristes, de radiologues, des gens qui vont se trouver un peu mis à l'écart de leur profession. Et là, effectivement, je pense que la vraie question pour moi, elle est comment est-ce qu'on donne de l'intérêt ou comment on favorise ces métiers dont on voit qu'ils ont une utilité sociale forte. Je pense à tous les métiers du care, tous les métiers du soin, mais pas médecin, que ce soit le personnel d'aide, le personnel d'accompagnement, etc. Ça, on voit qu'on aura du mal socialement à les payer à un prix élevé. Si on a un UBI qui vient soutenir, ça poussera peut-être un certain nombre de gens à s'engager dans cette voie-là. D'accord. Merci, Frédéric Salobir vous avez permis de bien planter le décor. Je me tourne maintenant vers vous, Olivier Babot. Je vous pose un peu la même question, hein. Vous avez écrit un livre assez fort, hein, je le rappelle, donc le nouveau désordre numérique, dans lequel vous passez en revue pas mal de sujets assez lourds, si je puis dire, sur ce désordre que crée la révolution numérique. Encore une fois, désordre économique et social, politique, mais aussi intime et dans nos vies privées. On aimerait vous entendre sur, alors je suis un peu caricatural dans ce que je veux dire, mais sur les solutions que vous voyez à ce désordre qu'encore une fois, on a commencé à bien aborder et à décrire. Merci beaucoup, merci Jean-Thomas, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être. Je ne vous entends plus, Olivier. Pardon. Ça y est, vous ne m'entendiez pas? Ça y est, non, je recommence? Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup de votre invitation. Je voulais évidemment vous remercier d'être tous là ce soir pour ces échanges et de m'avoir convié. Le progrès a au moins l'avantage de nous permettre d'avoir ces échanges au-delà de la distance physique et des problèmes sanitaires. On peut déjà lui reconnaître ça. Le frère Salobir a dit des choses formidables auxquelles je souscris entièrement. Je vais essayer
rajouter modestement quelques pierres à toutes les excellentes choses qui ont pu être dites. Tellement de sujets, en fait, ont déjà été évoqués. J'ai déjà le tournis parce qu'on a un nombre de questions qui sont soulevées en si peu de temps qui, évidemment, intimident. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Le terme de révolution, outre le fait que souvent il est trompeur, puisque vous savez que quelque chose qui fait une révolution, c'est quelque chose qui revient à son emplacement d'origine, hein, finalement est tellement utilisé qu'il ne laisse plus tellement la compréhension de ce qui se passe. Moi, je pense plutôt que le mot crise est plus intéressant au sens grec du mot, hein, de crisis, c'est-à-dire le jugement. Hein. On est face au problème, à une crise du progrès. Une crise du progrès qui en fait, qui n'est pas extraordinairement nouvelle, qui est même très, très banale dans l'histoire de l'humanité. Elle est même d'ailleurs constitutive de l'histoire de l'humanité. Je pense que il faut toujours commencer par essayer de se rappeler qu'il n'y a vraiment rien de nouveau, comme le dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, et que probablement ce qu'on vit, c'est une déclinaison, une nouvelle forme de crise qui sont déjà arrivées depuis assez longtemps. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est la digestion du progrès, et du progrès, comme l'a très bien dit le frère Salobir, qui nous change depuis toujours en réalité. Il faut rappeler que si on n'avait pas eu le feu il y a, alors on ne sait pas très bien, peut-être 400 000 ans, probablement un peu plus longtemps avant, si on n'avait pas maîtrisé le feu, on n'aurait pas pu faire croître la taille de notre cerveau. C'est parce que ça nous a permis de cuire les aliments et donc d'avoir beaucoup plus de protéines notamment, mais de calories plus rapidement. Et donc, on peut s'offrir le luxe extraordinaire de cet instrument qui, au repos, prend 20% de notre énergie, le cerveau, ce qui est la taille relative la plus grande de toutes les espèces animales. Et ça, on n'aurait pas pu se le permettre, évidemment, sans la technologie. La technologie, à travers les vêtements, elle nous a aussi permis d'aller partout dans le monde, mais elle nous a aussi changé. Elle a créé ce que aux États-Unis, on appelle sans problème les races, ce que nous, on appellerait plutôt les diversités de peau, les diversités d'apparence, qui sont arrivées assez rapidement à partir du moment où on est allé dans des endroits différents et qui font que il y a un endroit où, par exemple, la couleur de la peau a pu changer parce qu'on était différemment soumis au soleil. Donc, la technologie, elle nous change depuis très longtemps et elle nous permet d'adapter évidemment aussi elle s'adapte et elle a des conséquences sur l'organisation sociale et sur la façon dont on vit. Évidemment, je pourrais citer l'écriture naturellement. Bon. La problématique, évidemment, de ce qui est en train de se passer sous nos yeux depuis une quinzaine d'années et devenir de plus en plus visible et dont on aperçoit les conséquences au fur et à mesure du temps, c'est que cette technologie, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, Le second âge des machines, c'est que cette technologie, jusque-là, elle nous prolongeait, elle nous donnait plus de moyens. Aujourd'hui, elle a aussi un effet un peu gênant, c'est qu'elle nous remplace. Dans certains cas. La faux, elle nous permettait, qui est d'ailleurs assez récente, hein, la faux, elle nous permet de moissonner plus vite, le train de nous déplacer, l'avion de voler, etc. C'est un peu nouveau, des machines qui vont nous permettre, qui vont nous remplacer réellement ou totalement. C'est nouveau, mais enfin, ça existe depuis un moment. Je rappelle que le mot computer, hein, c'était chez les comptables autrefois une fonction. Il y avait un gars qui était le computer, celui qui faisait la computation, c'est-à-dire évidemment les additions. Donc ça, évidemment, je pourrais naturellement parler des canuts lyonnais et du ludisme. Hein. La machine, elle a commencé à nous remplacer, mais disons que là, on est sur une exponentielle et ça commence à se voir de plus en plus. Ce qu'on observe aussi, c'est que les grands espoirs qui étaient nés avec la technologie, le fait qu'on allait pouvoir réunir la société, qu'on allait pouvoir renforcer la démocratie, qu'on allait pouvoir épanouir l'économie, et tout ça se révèle malheureusement, pour l'instant, en tout cas très très déçu, hein, puisqu'on a plutôt un isolement au lieu d'une réunion des gens. Hein. Les gens n'ont peut-être jamais été aussi seuls et aussi peu réunis. On a une démocratie de moins en moins puissante, de plus en plus affaiblie, alors que ça devait doper le dialogue démocratique, et une économie aussi qui est une économie de plus en plus fracturée en deux entre des néo-féodaux. Il y a quelques bouquins autour de cette idée du néo-féodalisme, notamment Kotkin, tout récemment, qui a publié là-dessus, autour du néo-féodalisme, dont des néo-féodaux, que sont ces grandes entreprises du net pour faire vite, ces grandes plateformes, et puis toutes les entreprises qui sont vassalisées. Bon. Évidemment, comme tout le monde, j'ai beaucoup plus de facilité à parler, à faire un diagnostic et à me lamenter qu'à trouver des solutions. On va quand même essayer de trouver quelques solutions.
Plutôt que de parler d'un aspect, enfin, à travers votre question sur le juridique, le politique et l'éthique, moi j'ai l'impression qu'on a un peu les trois, vous savez, les trois parties de la personne qui étaient distinguées par Platon, hein, le nous, le thumos et l'épithumia. Autrement dit, notre nécessité, enfin notre capacité, notre identité en tant qu'être pensant, le thumos, l'être désirant, donc c'est-à-dire l'être qui est en relation, c'est aussi l'être d'échange, hein, donc l'être économique, hein, si vous voulez, et puis l'être qui décide. Hein, et là, c'est l'être politique. C'est évidemment l'épithumia. Bon. Donc, c'est un petit peu plutôt les trois types de problématiques auxquelles j'aimerais apporter une réponse dans les 10 minutes qui me restent. Le problème économique et la question de l'échange est évidemment face à un problème très nouveau aujourd'hui qui est posé par la loi de Metcalfe et par ses effets sur l'économie. La loi de Metcalfe, c'est l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs, qui fait que le gagnant prend tout. Le plus gros réseau reste le plus gros réseau parce que vous avez intérêt à aller sur le plus gros réseau. On raconte cette blague, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais quel est le mot le plus rentré, la requête la plus rentrée sur Quant ou sur Bing? Il paraît que c'est Google. Pourquoi? Parce que les administrations qui sont obligées d'avoir Quant notamment, la première chose qu'elles font le matin, c'est de taper Google pour avoir le moteur de recherche de Google. Pourquoi Google a le meilleur moteur de recherche? Parce que tout le monde y va. Et pourquoi tout le monde y va? Parce que les résultats, ils sont meilleurs. Pourquoi les résultats, ils sont meilleurs? Parce que tout le monde y va. Voilà, c'est évidemment, vous l'avez compris, totalement cumulatif, auto-reproducteur, c'est l'effet boule de neige de la puissance qui fait qu'il est extrêmement difficile, quand vous avez pris une avance dans cette course, d'arriver à vous rattraper. Et ces entreprises qui sont ces plateformes, ces immenses plateformes, donc, sont des sortes de monopoles naturels d'un nouveau style parce que ce sont des espèces de réseaux, parce qu'elles bénéficient de l'effet de réseau, et des monopoles naturels qui vont acquérir ce monopole redoutable de l'accès, plus exactement du passage. Ce sont des entreprises qui vont créer une économie biface avec d'un côté l'offre, de l'autre côté la demande, et elles vont développer un monopole sur la relation entre l'offre et la demande. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, évidemment, avec les géants du net. Alors, la réponse, évidemment, elle serait juridique, a priori. On parle tout de suite de loi antitrust, bien sûr. Bien sûr, il y a le précédent bien connu de la Standard Oil, de Rockefeller. Il a suffi de les briser en plusieurs petites parties, et puis on a réglé le problème. Alors, c'est évidemment une solution d'entente, sauf que là, elle paraît très compliquée. Elle est très compliquée parce que vous ne pouvez pas briser la plateforme sans briser la raison d'être de la plateforme, ou très exactement, il y a une autre plateforme qui va finir par être la première et par, de toute façon, du fait de la loi de Metcalfe, se reconstituer. Donc, on voit assez mal comment on peut arriver à la casser. La deuxième idée, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez pas débrancher Google. Débrancher Google en France, c'est absolument impossible. Voilà. Il faudrait arriver, ou alors ce serait un peu comme la drogue, il faudrait prendre beaucoup de temps et on ne sait pas très bien comment faire à l'heure actuelle. Ça serait évidemment extrêmement gênant. Il y a un autre effet qui paraît aujourd'hui évidemment très, très problématique, c'est que le business model, le modèle d'affaires de ces plateformes, c'est quasiment de devenir le maître du monde. Voilà. Le but naturel de ces plateformes, c'est de devenir le fournisseur universel de tous les produits à leurs clients. C'est d'être la porte d'entrée du monde sur tous les clients et la porte d'entrée sur le monde des clients, et de faire payer le passage. Voilà. Et pour arriver à avoir ce monopole de l'accès, il faut arriver dans votre salon, il faut arriver évidemment sur vos portables, dans votre salon à travers la borne à laquelle vous allez demander faire vos requêtes, et demain, vous allez pouvoir, à partir de cette année, je ne sais pas si vous saviez que plus de la moitié des requêtes sur Internet sont faites par oral. On a passé ce cap-là. Donc, les gens font des requêtes et demain, vous allez tout demander à votre machine chez vous, naturellement. Et c'est donc naturellement un monopole une entreprise qui va avoir le monopole de l'ensemble de ces services et donc un pouvoir extraordinaire. Le modèle d'affaires de ces entreprises, c'est donc ce monopole. Et c'est aussi, et ça c'est une conséquence sur le social, la maximisation du temps passé. Il faut que vous passiez un maximum de temps sur Netflix pour que vous en soyez dépendant, en fait. C'est des entreprises qui vivent plus que jamais de votre dépendance vis-à-vis d'eux et de votre dépendance. Du coup, il y a
plein de livres extraordinaires, notamment celui de Patineau, qui était très connu sur la civilisation du poisson rouge. L'idée que vous allez être dépendant des écrans, donc dépendant de votre temps d'écran, dépendant des notifications, et donc que vous allez perdre une partie de votre libre arbitre. Comment arriver à briser ce modèle, ce business model? Est-ce que, très concrètement, et le frère Salobir a tout à fait, de façon légitime, parlé de la question des algorithmes, comment motiver une construction des algorithmes qui ne soit pas la production de bulles cognitives et de bulles de dépendance, si vous voulez. Voilà, c'est une des questions qui se posent aujourd'hui. Alors, j'avais discuté avec un des dirigeants d'Arte, la chaîne, et qui justement disait qu'ils avaient une réflexion là-dessus. Comment faire que l'algorithme qui regarde vos goûts et qui théoriquement va apprendre vos goûts et au bout d'un moment va vous proposer les choses qui vous plaisent, comment faire que cet algorithme ne vous enferme pas dans la bulle cognitive qui a des conséquences politiques qu'on connaît, et dans la bulle de consommation et dans la bulle de relation qui fait que vous allez parler avec des gens avec qui vous êtes d'accord et que vous allez ne voir en politique que les gens avec qui vous êtes d'accord et que vous n'allez consommer que les mêmes produits. Voilà. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas le début, à mon avis, d'une solution. Voilà. Faire l'algorithme qui vous aide et qui vous aide à vous diversifier, on ne voit pas comment, d'abord, on le mettrait en place, et deux, comment les entreprises y auraient accès. Sur le volet politique, bon, là, c'est évidemment le très fameux effet de Dunning-Kruger qui fait que, on sait que moins on sait sur un sujet quelque chose, plus on est persuadé qu'on sait, et il n'y a pas de pire ignorant, évidemment, que celui qui pense savoir. Très bizarrement, avec Gutenberg, avec les premières démocratisations du savoir, il y avait eu en effet un progrès important, une forme de démocratisation et peut-être de libération des populations liées à cette démocratisation du savoir qui jusque-là était le monopole d'une toute petite élite. Mais on pourrait faire un petit peu comme si c'était une sorte de courbe en cloche. Un peu de savoir a beaucoup démocratisé, mais beaucoup de savoir a brisé cette démocratisation, très paradoxalement. La vérité n'a jamais été aussi peu visible que depuis que le savoir est à coût zéro et accessible à tout le monde. Alors, comment on gère ce problème-là? Ça sera en fait le troisième volet, le volet social. En tout cas, pour le volet politique, constatons qu'on est en face, je crois, d'une explosion objective des conditions d'existence de la démocratie aujourd'hui. Et en effet, les régimes, ce que j'appelle les technodictatures, les régimes qui utilisent les technologies, les régimes dictatoriaux, qui sont des régimes qui vont imposer le pouvoir, qui ne sont pas démocratiques, utilisent à plein la technologie et s'en réjouissent, alors que nous, ça détruit en fait ça affaiblit très profondément des institutions qui n'étaient pas faites pour ça. Il y a cette phrase extrêmement connue qui explique que on a des pulsions du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Voilà. Nos institutions démocratiques, elles sont malheureusement, elles ont beaucoup de mal à se moderniser. Et donc, un des enjeux très concrètement aujourd'hui, c'est d'imaginer non seulement une démocratie qui puisse permettre d'avoir en même temps les avantages de la surveillance, c'est-à-dire la sécurité, et puis de garantir la liberté. Parce qu'on voit très bien aujourd'hui comment on peut avoir l'ultra-surveillance et la sécurité, mais on ne voit pas très bien comment on peut garder l'aspect démocratique et la légitimité démocratique, d'autant plus que les grandes sociétés du net, ces grandes plateformes, assument de plus en plus des tâches qui étaient entièrement régaliennes autrefois. Le contrôle de l'information, hein, c'est Facebook aujourd'hui qui va décider ce que vous pouvez voir et pas voir, avec d'ailleurs une imposition de la culture américaine, contrôle de l'information, et puis aussi production de la monnaie de plus en plus. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont perdues par les États. L'enjeu, c'est comment le régalien peut réaffirmer son rôle, et du coup, comment la source démocratique du pouvoir peut être réaffirmée. Il y a une réponse très, très pratique aujourd'hui pour parler de la France. C'est réaffirmer le rôle du Parlement, moins de députés, moins de sénateurs, nettement moins, beaucoup plus de moyens, et vous leur adjoignez la Cour des comptes, un petit peu comme le National Audit Office à l'anglaise, la Cour des comptes qui va leur permettre d'utiliser ce rôle constitutionnel en fait qu'elle n'utilise quasiment pas, qui est celui du contrôle des lois, de l'évaluation des lois. Et on aurait à ce moment-là un Parlement beaucoup moins bavard,
qui ne serait plus une machine à produire des normes inutiles et brouillonnes et à communiquer, mais une machine à apporter de la raison et de la critique à la production du pouvoir politique. Donc, un Parlement renforcé, voilà une réponse extrêmement concrète. Pour terminer sur le dernier point, alors je vois qu'il y a plein de questions, de réactions. J'imagine qu'on va en parler avant. Je n'ai pas le temps de lire. On va voir ça après, évidemment. Mais la dernière question, c'est évidemment la question sociale, question absolument essentielle, finalement la question de la relation aux autres et à soi-même. Et là, c'est le terrible effet Mathieu, qui est un effet qui était à l'origine l'effet décrit par des sociologues et des économistes. Vous savez, l'effet Mathieu, c'est pourquoi Harvard reste Harvard, parce que justement, selon ce qui est écrit dans Saint-Matthieu, je cite de mémoire, mais à celui qui a, il aura à profusion, on lui donnera encore plus, et à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Donc en fait, on a, là où on avait une société en sablier, avec beaucoup de gens, en losange, avec beaucoup de gens au milieu et des gens aux extrêmes, on a une société en sablier de plus en plus, avec la fin des classes moyennes, avec la disparition de ces emplois du milieu, de ces emplois moyennement qualifiés, et avec des emplois extrêmement qualifiés à très haute valeur ajoutée, à très haut revenu, et des emplois très peu qualifiés à très bas revenu, avec évidemment une solution de continuité entre les deux, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus impossible de passer de l'un à l'autre avec une réelle crise sociale. Et c'est là que la réponse, elle est, je crois, en termes de ce que j'appelle le second humanisme. Le premier humanisme, vous savez, c'était à partir du moment où quelqu'un comme Pétrarque a été commencé à aller s'intéresser aux ruines antiques, s'intéresser aux inscriptions, et puis on s'intéressait à ce qu'on appelait les humanités, ce que Cicéron appelait les humanités, c'est-à-dire ce qui faisait de nous des humains, c'est-à-dire le savoir spécifique aux humains et ce qui fait notre valeur. Je crois profondément que c'est ça que nous devons redécouvrir. C'est Erasme qui disait qu'on ne naît pas homme, on le devient, et je crois profondément que de plus en plus, on va devoir le choisir. On va devoir choisir d'être homme. Pourquoi ? Parce qu'on est précisément, et c'est le psychologue qui disait aussi, penser, c'est résister à soi-même. Et je crois que de plus en plus, le problème de ce 21e siècle, c'est qu'on a vaincu l'un après l'autre toutes les difficultés de l'environnement. Jusque-là, on était occupé par la nécessité de vaincre notre environnement, de vaincre la distance physique, de vaincre peut-être en grande partie les maladies. Bon, il y a toujours quelques problèmes, mais enfin, globalement, on progresse énormément. Et de plus en plus, notre problème, c'est de nous vaincre nous-mêmes, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous sommes seuls, nous sommes placés face à cette tension entre nos pulsions du paléolithique et notre existence sociale et notre existence culturelle. Et l'être humain, c'est précisément la tension entre cette identité animale, ce qui fait que nous avons en nous, vous savez, comme disait Darwin, l'homme porte encore dans sa chair la trace indélébile de son humble origine, n'est-ce pas ? Et puis notre être culturel, notre être social, et cet être qui protège, par exemple, les plus faibles, ce qui naturellement ne se fait pas dans la nature. Donc c'est cet être culturel par opposition à la culture. Et là, évidemment, comme l'a bien souligné le frère Salobir, le problème, c'est qu'on utilise de plus en plus la technique comme une fin et non comme un moyen, alors qu'il faut utiliser le moyen et comme une fin. La technologie est un extraordinaire serviteur et un très mauvais maître, et elle risque de devenir notre maître. Et de la même façon, on utilise de plus en plus, symétriquement, l'homme de plus en plus comme un moyen et non comme une fin, alors qu'il doit rester une fin et non un moyen. Alors, comment faire ? Ma réponse, évidemment, elle est d'abord en termes d'éducation. Je crois vraiment qu'on n'a pas pris la mesure de la crise éducative. La crise éducative liée aux nouvelles technologies, liée à la façon dont ces nouvelles technologies profitent à certaines classes sociales peut-être plus qu'à d'autres, et dans la façon dont notre éducation est profondément, et ça c'est d'ailleurs depuis longtemps, est profondément en décalage par rapport à ces nouveaux enjeux et incapable en réalité de transmettre ce qu'elle devrait transmettre, c'est-à-dire l'esprit critique, cette capacité à se résister à soi-même, cette capacité aujourd'hui à peut-être aussi protéger son attention. On sait qu'il y a une crise de la capacité à se concentrer aujourd'hui, c'est une crise qui est de plus en plus documentée, qui est de plus en plus palpable. Comment on arrive à apprendre aux gens à se concentrer, comment on défend sa concentration. Il y a même des professeurs de Cagne qui expliquent que leurs étudiants ne sont plus les mêmes
que les étudiants il y a 10 ans. Hein. Alors moi, je ne suis pas sûr d'avoir remarqué ça avec mes étudiants d'université, mais peut-être que je n'ai pas de relation suffisamment proche avec eux pour arriver à avoir cette différence. Mais je crois que nous tous, et nous sommes très jeunes là, dans l'Assemblée tous ici, mais nous qui sommes un peu du monde d'avant, de l'autre côté de l'histoire, je crois qu'on a senti aussi l'évolution de notre capacité à nous concentrer. Donc, comment on arrive à créer ça? Dans le monde du 21e siècle, je termine par là, mais on est appelé, on a l'impératif d'être des consommateurs éveillés, des citoyens extrêmement bien formés, et puis des travailleurs aussi qualifiés pour arriver à se lutter contre la machine. Donc on doit être des consommateurs, des travailleurs, des citoyens d'élite. Et ça veut dire que nous devons, et j'ai cette image dans mon livre, devenir des Spartiates de l'intelligence, des Spartiates de la cognition. Vous savez, Sparte, à un moment donné, ils ont dit on laisse tomber la poésie, la littérature, parce qu'ils n'étaient pas très loin d'Athènes, et puis avec les réformes de Lycurgue, n'est-ce pas, ils ont dit on va devenir une société guerrière. Et ils se sont tournés entièrement vers la guerre et vers la nécessité de faire de leurs enfants des guerriers. Je crois qu'on doit mêler Athènes et Sparte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit devenir des Spartiates des idées en gardant ce génie athénien de la discussion, de la confrontation, du balancement circonspect, du doute aussi, vis-à-vis de toutes les certitudes, ce qui est pour moi une forme de l'intelligence. Voilà, devenir un peuple d'élite, je ne sais pas si c'est une solution qui vous paraît extrêmement concrète, mais ça veut dire que nous devons miser plus que jamais sur l'intelligence, interléguer, cette capacité à mettre le savoir en botte et en faire un bouquet et de façon créative. Et ça veut dire que aussi ça nous permet de lutter face à la machine. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si j'ai été trop long. Non, les quelques solutions que je préconise. C'est parfait, merci beaucoup. Là aussi, ça permet d'ouvrir beaucoup de sujets, de tirer beaucoup de tiroirs. J'ai fait effectivement, comme pour le professeur Salobir, pas mal de notes. J'aurais à y revenir, notamment sur la question éducative qui me paraît absolument majeure. Mais comme je vois le temps courir, je me tourne vers vous, cher Cyril Dalmont, et vous pose un peu la même question, enfin pas un peu, vous pose la même question. Quelle solution voyez-vous face à, Olivier Babot avait raison, non pas cette révolution, mais à tout le moins ce bouleversement numérique? Bien. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ouais. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'on a tous un peu la même analyse sur les constats. Donc, je vais m'attacher à faire également un constat de la situation, un peu apocalyptique, malheureusement. On est tous un petit peu dans cette vision, ou du moins cette appréciation de ce qui se passe. Avant de voir l'accélération du mouvement en cause, le terreau sur lequel il se développe, et pour finir, énoncer quelques solutions envisageables qui seront plus juridiques pour ma part que philosophiques. Concernant le constat sur la situation, la crise sanitaire mondiale a accéléré la numérisation de nos sociétés à un rythme effréné, nous l'avons tous remarqué, dans tous les domaines de notre vie, l'enseignement, le travail, l'administration, mais également la sécurité et la défense. Il est à noter que dans beaucoup de ces domaines, la France a cumulé des retards extrêmement préoccupants, et ce, malgré de trop nombreux plans numériques, toujours ambitieux lors de leur adoption, mais finalement jamais dotés financièrement à la hauteur des ambitions affichées, comme le souligne très justement le rapport du Sénat sur l'électronisme. Nous avons eu le programme d'action gouvernemental pour la société de l'information de 1998 à 2004, le plan administration électronique sur la période 2004-2007, le plan France numérique 2008-2012. En 2012 est institué le secrétariat général à la modernisation de l'action publique. En 2017, le plan préfecture nouvelle génération. Et enfin, le programme d'action publique 2017-2022. Un nombre de plans donc très important, avec des effets malheureusement pas vraiment à la hauteur des attentes. Et malgré cela, des millions d'élèves et de parents ont pu constater lors du premier confinement qu'aucune plateforme d'enseignement numérique nationale digne de ce nom n'était en fonction, et ce malgré l'existence de plusieurs sociétés françaises de soutien scolaire disposant de telles plateformes.
Des millions de salariés se sont également trouvés totalement dépourvus face à la demande du gouvernement de travailler chaque fois que cela était possible en télétravail. Absence d'équipement, défaut de connexion, absence de logiciels adaptés dans les entreprises, absence de procédures tout simplement dans les règlements intérieurs des entreprises. Les administrations ont dévoilé également de multiples carences numériques avec des services en ligne inutilisables ou totalement inadaptés, l'ARS, la justice, préfecture, commune, chambre de commerce, chambre des métiers. Une accélération du mouvement, en revanche, dans le même temps, nous avons pu assister à une débauche de moyens du gouvernement dans le domaine de la sécurité et de la surveillance généralisée des populations, mais également du contrôle de l'information. Avec des déclarations d'ailleurs parfois surprenantes, comme celle de Mounir Majoubi, député La République En Marche de Paris et ancien secrétaire d'État au numérique, qui, dans sa note intitulée « Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 » du 6 avril 2020, regrettait que la France soit en retard sur la technodictature chinoise dans le domaine du traçage des populations. Nous avons pu également constater une forte tentative de reprise en main de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux par le gouvernement. Même si elle avait commencé dès le début du mandat d'Emmanuel Macron, elle s'est accélérée avec la conjugaison de deux phénomènes, la pandémie de Covid-19 et les actes terroristes odieux qui se sont produits récemment. En premier lieu, avec la loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation de l'information, couramment appelée loi anti-fake news, visant à lutter contre les diverses formes de diffusion intentionnelle de fausses nouvelles. Cette première loi a ouvert le bal de la censure, si l'on peut dire. Lors de ses vœux à la presse, le 15 janvier dernier, le président de la République a déclaré de manière assez stupéfiante « Nous sommes confrontés à la lutte contre les fausses informations. Les détournements sur les réseaux sociaux, l'éducation reste le fondement de cette lutte. Il nous faut donc pouvoir répondre à ce défi contemporain et définir collectivement le statut de tel ou tel document. » Comme si la vérité en politique était incontestable, certaine et non sujette à débat. En pleine première vague de la Covid-19 est apparue l'initiative gouvernementale incroyable visant à imposer une plateforme de réinformation ou de validation des informations jugées fiables, publiées dans les médias ou sur les réseaux sociaux au sujet de la crise sanitaire baptisée Désinfox Coronavirus. Ensuite, il y a eu le retour de la proposition de loi Avia, dont le contenu a heureusement été quasi intégralement censuré par le Conseil constitutionnel. Mais le gouvernement ne désarme pas. La proposition du Premier ministre Jean Castex de créer un délit de mise en danger sur Internet, totalement incompréhensible au regard du droit pénal déjà en vigueur, présageait de la suite. Nous avons maintenant la proposition de loi sur la sécurité globale avec le retour des drones de surveillance dont l'utilisation avait été restreinte par le Conseil d'État et les fameux articles 22 et 24 limitant la diffusion d'images relatives à l'action des forces de l'ordre. Et bien sûr, le futur projet de loi sur la laïcité, anciennement projet de loi sur le séparatisme, qui devrait reprendre l'esprit de la loi Avia, qui avait été censuré donc par le Conseil constitutionnel dans un de ses développements, et donc de tenter de généraliser une forme de censure sur les réseaux sociaux. Pourquoi tout cela ? Le frère Salobir et Olivier Babot en ont déjà bien débattu, en fait, et bien avancé sur ce sujet. Nous vivons une crise de la démocratie. De nombreux auteurs ont expliqué avec force de détail que nos démocraties occidentales sont malades et affaiblies par les théories nihilistes et les communautarismes de tout ordre, à l'origine de revendications de droits catégoriels permanentes qui se percutent les uns avec les autres. Face à l'incapacité de nos démocraties à traiter des problèmes, notamment de sécurité, dont les causes sont connues et identifiées, mais qui nécessitent un courage politique disparu depuis fort longtemps, peu à peu s'impose l'idée de sacrifier les libertés publiques de tous pour lutter contre les actes de quelques-uns, ou de censurer tout le monde pour empêcher quelques illuminés de s'exprimer. Les droits fondamentaux de la majorité s'effacent pour lutter contre les exactions d'une minorité.
Nous atteignons donc le point d'orgue de cette lente dérive communautariste où la minorité l'emporte sur la majorité. Et sur les cendres de l'Occident triomphant et des démocraties libérales émergent des théories sécuritaires globalisantes que les outils numériques rendent aujourd'hui possibles. Nous sommes déjà quasiment tous tracés, nous en avons déjà parlé, consciemment ou non, volontairement ou non, et ce depuis des années par les géants du numérique et les opérateurs de téléphonie mobile, dans un but essentiellement mercantile. Nous sommes également quasiment tous écoutés. En effet, comme vous l'avez sûrement remarqué, nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones, nos enceintes connectées, nos consoles de jeux, et même certaines box Internet sont équipées d'assistants vocaux qui se déclenchent avec les fameux dits Siri, OK Google et Cortana, qui se sont peut-être d'ailleurs activés chez vous lorsque j'ai prononcé ces mots. Mais très logiquement, pour pouvoir se déclencher, ces assistants personnels doivent être à l'écoute H24. À ce titre, je rappellerai les fameuses révélations concernant l'enceinte connectée d'Amazon le 11 avril 2019, qui, suite à une enquête de l'agence Bloomberg, a démontré que des équipes disséminées à travers le monde écoutent chaque jour des milliers de fichiers audio captés par Alexa via les enceintes Echo. Le 13 août 2019, c'était Facebook qui, à son tour, dans un communiqué, avait reconnu avoir fait transcrire à des employés des enregistrements sonores de conversations de certains de ses utilisateurs. Les géants du numérique nous observent, nous écoutent, nous analysent, dissèquent nos intentions, un peu comme si nous étions des rats de laboratoire dans une logique mercantiliste. C'est un fait, mais pas uniquement. L'analyse de nos intentions, de nos goûts, de nos opinions leur permet également de nous isoler de toute contradiction potentielle, en filtrant le contenu des données qui pourraient exprimer un avis différent du nôtre. Ils nous enferment dans une tour d'ivoire cognitive qui fragilise toute résistance et permet de segmenter de futurs marchés. Ces derniers deviennent la source d'une consommation plus identitaire, cette chimère d'appartenance à un groupe parfois très réduit, mais qui devient progressivement notre unique horizon, nous impose des modes de consommation à très haute valeur ajoutée pour les géants du numérique. Et Olivier Babot l'a extrêmement bien décrite, donc je ne vais pas aller plus loin. Les États ne sont pas en reste et le numérique permet un changement d'échelle patent, auquel nous assistons notamment, mais pas uniquement, avec la mise en place de solutions de tracking et de backtracking des populations par leurs États, de la reconnaissance faciale, de la surveillance par drone, et une recherche de plus en plus forte de contrôle de l'opinion au travers d'une collaboration de plus en plus étroite avec les géants du numérique. Rien de nouveau, me diriez-vous, mais en fait, si. Pour rappel, les GAFAM américains et autres BATX chinois ne disposent pas du monopole de la violence légitime, d'une armée, d'une police ou d'un système carcéral. Nous changeons donc peu à peu d'échelle. Les libertés fondamentales sont de plus en plus souvent sacrifiées, rognées, voire dénoncées sous l'autel d'une pseudo-sécurité. Les individus ont de moins en moins de recours efficients et leur vie privée, jusque dans l'intimité, est de plus en plus l'objet de tentatives d'intrusion, voire de contrôle. Alors, quelles solutions pourraient être envisagées sur ces problèmes? Alors, je suis juriste de formation, donc je vais m'attacher à des problèmes plus juridiques et des solutions plus juridiques. Un certain nombre de solutions sont envisagées pour endiguer, contrôler, orienter, voire parfois pour interdire ce type de dérive. Certains auteurs abordent la question par le biais de l'Internet libre et du logiciel open source. Je n'y crois pas une seconde. Ce type de solutions sont envisagées depuis plus de 30 ans, notamment au sein de la communauté Linux, mais n'ont jamais rencontré de réel enthousiasme au sein des entreprises ou du grand public. En outre, en l'absence de modèle économique pérenne, la majeure partie d'entre elles ne survivent pas très longtemps. D'autres auteurs parlent de co-responsabilité et d'Internet éthique, d'algorithmes transparents, dans une logique un peu empruntée à celle de la responsabilité sociale des entreprises. Nous pouvons malheureusement tous constater que cette logique, si elle est séduisante sur le papier, ne produit guère d'action concrète, si ce n'est ponctuellement de manière expérimentale. La logique de l'identité numérique, en revanche, est une solution intéressante. Le ministère de l'Intérieur travaille sur le projet Alicem et annonce clairement la couleur. Alicem serait la première solution d'identité numérique régalienne sécurisée. Selon le ministère de l'Intérieur, les principaux enjeux pour l'État sont d'assurer sa mission régalienne de certification d'identité dans un monde digital complémentaire du monde physique. Alicem
est ainsi la préfiguration d'un service plus large d'identité numérique en cours de conception dans le cadre du programme interministériel mis en place en janvier 2018 par le ministère de l'Intérieur, la ministre de la Justice et le secrétaire d'État chargé du numérique. Il vise à contribuer à la simplification des démarches administratives en cohérence avec la priorité donnée par le programme Action publique 2022 à la transformation numérique des administrations, avec pour objectif ultime 100% de services publics avec un accès dématérialisé à l'horizon 2022. Et enfin, contribuer à la lutte contre l'usurpation d'identité en ligne et de façon plus générale contre la cybercriminalité en proposant une identité numérique garantissant un niveau élevé de sécurité. Tout un programme. Il n'échappera à personne que c'est le ministère de l'Intérieur qui est à la manœuvre sur ce dossier et pas le ministère de la Justice. Et qu'il n'y a pas un mot dans les objectifs poursuivis sur la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux. Le mythe des politiques sécuritaires dévore tout. Le sésame ultime dans cette conception sécuritaire de l'identité numérique serait donc de pouvoir consommer de manière sécurisée. L'identité numérique fait pour moi partie des solutions envisageables, mais elle doit se combiner avec une autre solution juridique qui permettrait un tant soit peu de limiter un certain nombre de dérives. La création d'une véritable personnalité juridique numérique, un peu sur le modèle de la personnalité morale concernant les entreprises, permettrait notamment de pouvoir réguler et sanctionner les atteintes à la liberté d'expression sur les plateformes numériques et ainsi en finir avec cette espèce de monopole des réseaux sociaux dans la détermination de la vérité, mais également de réguler le profilage numérique par les géants du numérique et les États. La personnalité juridique, suppose pour être prise en considération par le droit d'avoir la personnalité juridique. Elle doit être sujet de droit. Cette qualité aura pour effet de lui conférer un certain nombre de droits subjectifs, encore appelés droits de la personnalité, et notamment la capacité d'ester en justice concernant les atteintes subies. Bien évidemment, cela nécessitera par la suite de créer un véritable droit du numérique et des juridictions spécialisées. Et la personnalité numérique sera la clé de voûte de ce dispositif. Ce nouvel arsenal juridique n'est pas une vue de l'esprit qui viendrait simplement rajouter des normes sur des normes existantes. Il permettrait de dissocier et de protéger les individus comme les entreprises et leurs droits de leur cadre de leur activité numérique quotidienne, comme ils le sont dans la vie réelle. J'en ai terminé, je vous remercie beaucoup. Pardon, je n'arrivais pas à remettre mon micro. Cyril, je vous laisse la parole parce que vous avez été vous aussi très synthétique. Cette personnalité juridique numérique, elle devrait dans votre esprit être mise en place au niveau national ou elle aurait un sens à l'échelon européen? Alors, pour moi, elle devrait commencer quelque part. Donc, au niveau national, ça me paraît quelque chose d'envisageable, sans difficulté. Ensuite, ce principe de personnalité juridique numérique est finalement très, très facilement analysable par tout à chacun si on le compare à la personnalité morale d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on détache la personnalité juridique numérique de la personnalité physique de l'individu ou de l'entreprise. Ce qui permet en fait d'octroyer des droits à cette espèce d'entité, ce double numérique, et de se défendre. Comme c'est aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notamment au niveau des grands géants du numérique, qu'est-ce qui s'applique au niveau des normes? Ce sont les conditions générales d'utilisation, puisqu'on est dans le droit des contrats. Et en fait, on se retrouve dans une situation un petit peu particulière où effectivement les géants du numérique déterminent ce qu'est la vérité. Alors pour les personnes qui sont intéressées, vous avez un test qui est très drôle en ce moment à faire, c'est d'aller sur le compte Twitter de Donald Trump et de se rendre compte qu'en fait, chaque publication du président en exercice actuel des États-Unis, sur chacune de ces publications est adossé un message d'avertissement comme quoi ces tweets, ces publications sont sujettes à caution
et que Joe Biden est le président élu et affiché comme tel par les médias. On peut se rendre compte aussi, en faisant quelques recherches, qu'un certain nombre de parlementaires français ont eu la triste déconvenue d'avoir leur compte Facebook ou Twitter ou Instagram suspendu, tout simplement pour un message qui ne correspond pas à l'idéologie plus ou moins supposée, plus ou moins voulue de certains réseaux sociaux. Alors, des parlementaires français en exercice qui sont censurés par des entreprises privées. Si demain, on arrive à aboutir à cette solution, la personnalité juridique en fait, de cet élu lui permettra d'avoir des droits subjectifs qu'il pourra faire valoir en justice, qui aujourd'hui sont complètement bloqués par les conditions générales d'utilisation de ces réseaux. On passe du droit des contrats, en fait, à un autre droit, qui est les droits de la personne. Et donc, vous avez un droit subjectif que vous pouvez défendre devant un tribunal. Demain, la censure par un réseau social, même étranger, d'une personne physique ou d'une personne morale au travers de sa personnalité juridique, permettra de faire condamner et de faire remettre en route un compte, Twitter, Facebook, etc., ou même un message qui aurait été considéré comme non conforme aux conditions générales d'utilisation de l'opérateur, mais tout à fait en accord avec la réglementation de l'État qui aurait fait en fait cette procédure, enfin de la juridiction qui aurait reçu de la procédure en cause. Voilà. Donc c'est tout à fait faisable, tout à fait, je dirais, efficient, et ça permettrait de protéger les gens, notamment au niveau de la censure, mais pas que. Ça permettrait de protéger un certain nombre de médias, notamment qui ne reçoivent aucune rémunération par rapport aux articles qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Ça permettrait d'éviter la spoliation d'un certain nombre d'un certain nombre de productions intellectuelles, finalement, puisqu'au travers de cette personnalité juridique, on amalgame un certain nombre de droits subjectifs alors on va rentrer dans les détails, mais qui se décomposent en droits patrimoniaux et des droits non patrimoniaux, dont certains, notamment pour les entreprises, auraient du sens quant à la production qui est diffusée sur les réseaux, notamment, ou sur Internet, tout simplement. Oui, dit en 2 mots, c'est une manière de ramener ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux dans le champ du droit commun, alors qu'en fait, il sait, pour partir, je le dis avec mes mots, pardon, qui ne sont pas juridiques, sur Internet, en fait, aujourd'hui, le droit qui s'impose, si je puis dire, c'est les conditions générales d'utilisation, en fait. C'est en quelque sorte une zone d'extraterritorialité, dans une certaine mesure, et vous affinerez. Et donc là, votre idée, c'est non, il faut essayer de ramener ce qui se passe sur Internet dans le champ du droit commun. Exactement. Alors, ce n'est pas vraiment le champ du droit commun, parce qu'on serait vraiment dans une juridiction spécialisée, parce qu'aujourd'hui, aller confier à un tribunal de grande instance des questions de droits subjectifs liés à la personnalité juridique numérique, je ne pense pas que ce soit très efficace. Par contre, oui, effectivement, vu l'immensité du champ d'action que représente le numérique aujourd'hui, on voit bien que tous les secteurs de la vie sont touchés. Avec ce type d'outils juridiques et ce type de juridiction, on pourrait finalement tout simplement reprendre la main sur le contenu de nos informations, sur nos données, comment on souhaite qu'elles soient utilisées, sur la patrimonialisation éventuelle, pas forcément obligatoire, mais éventuelle d'un certain nombre de choses, notamment pour les plateformes médias, qui aujourd'hui, finalement, si on l'analyse brutalement, sont spoliées, le trafic qu'elles génèrent, la production intellectuelle qu'elles génèrent, sont captées par les réseaux sociaux contre aucune rétribution. Donc voilà, en fait, ce n'est pas tout à fait le droit commun, mais ça permet de changer le rapport de force, ça permet de contourner l'extraterritorialité
liés en fait à des géants du numérique qui, malheureusement, il y en a aucun qui soit européen, et de retourner dans le champ du droit de notre État. Alors après, effectivement, si le système fonctionne, qu'il est efficient, on peut envisager de le démultiplier et d'avoir, en fonction des droits nationaux, ce type de solution au niveau de l'Union européenne. Merci, merci Cyril. On y reviendra peut-être dans les questions. Pour lancer les échanges, alors je vois qu'il est déjà 45, donc on va essayer d'aller vite. Je vais demander aux orateurs de répondre rapidement. Je voulais revenir quand même à la question éducative avec vous, Olivier Babot. Vous avez dit que la clé, la principale réponse face à ces défis, elle était éducative. Pour vous poser la question très schématiquement, pour vous, ce qui prime aujourd'hui, c'est une éducation au numérique ou une éducation classique qui rend les hommes libres? Ou les deux, mon capitaine? Probablement les deux, mais en effet, je crois qu'on a fait une erreur en imaginant que distribuer des iPads aux élèves, c'était régler le problème du numérique. Je pense que c'est même, on a fait le contraire de ce qu'il fallait, car l'enjeu aujourd'hui, c'est pas tant d'arriver, alors certes, vaincre l'électronisme, ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire être capable d'utiliser des ordinateurs et d'aller chercher des informations. C'est tout à fait vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est plus une capacité à être équipé intellectuellement pour aller sur Internet que la capacité à savoir comment on va d'un bouton à l'autre. Et cet équipement intellectuel, on a cru qu'il était, soit il était acquis en surfant sur Internet, soit à la limite, il n'existait pas. Alors qu'en fait, on se rend bien compte que le problème d'Internet, et c'est tout le problème de l'explosion de la vérité qui a lieu à travers lui, c'est qu'il est une immense poubelle planétaire, vous allez tout trouver. Autrefois, les sources que vous aviez, l'information était rare, elle était difficile à trouver. Certes, elle était d'ailleurs plus coûteuse, mais elle était certifiée. Vous aviez des médias, vous aviez des livres en nombre limité. Aujourd'hui, tout le monde est un média, les écrits de toutes sortes foisonnent. Et donc, votre vrai problème, il n'est plus du tout celui d'hier. Et l'éducation, elle a été faite pour le monde d'avant. Celui où vous aviez des sources, il suffisait de s'y référer. Alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est de faire la différence, de discriminer les sources. On voit bien que ce n'est plus du tout la même chose que vous devez apprendre. Donc, cette éducation au numérique, ce n'est pas l'éducation numérique, c'est une éducation au numérique et qui passe évidemment par l'importance, et alors évidemment je fais sans doute le vieux jeu, mais par l'importance des savoirs classiques. Je pense qu'on a dit des choses et des livres. 2500 ans qui n'ont pas perdu évidemment leur intérêt, loin de là. Voilà. Donc, je disais l'éducation au piano qui est derrière vous et aux livres qui sont également derrière vous. Voilà. Les enfants n'ont pas de télévision et moi non plus. Cher Olivier, merci. Une question pour le frère Salobir qui nous vient d'un des participants. La question est formulée comme ça: quelle société de la confiance avec le numérique? Dit autrement, si je puis me permettre, je m'excuse auprès de la personne qui l'a posée si je la pose mal. Comment est-ce qu'on réinjecte de la confiance? Comment est-ce qu'on retrouve ce que Alain Peyrefitte appelait la société de confiance dans l'univers numérique qui est au contraire créateur de défiance? Alors, je ne pense pas que l'univers numérique il soit créateur de défiance par lui-même. Je pense qu'il est miroir d'une société qui perd peu à peu de la confiance. C'est un miroir et probablement, il y a un côté amplificateur, mais je pense que le problème, il est plus du côté de notre société que du numérique lui-même. Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'effectivement, peut-être que les réponses, elles sont à trouver au niveau de la gouvernance de ces technologies. Ce n'est pas tellement les technologies qu'on met en œuvre, c'est plutôt la façon dont nous, on a vu ça quand on a travaillé autour des technologies de lutte contre le Covid. Le problème, ce n'est pas tellement qu'on utilise tel ou tel type de données, c'est le fait qu'on soit capable d'en rendre compte, de le faire dans un cadre précis. Je pense que c'est ça qui peut amener à retisser la confiance. Après, j'aurais tendance à dire que la confiance, elle est réciproque et on voit bien dans cette tentation qui était récemment évoquée il y a quelques minutes d'un contrôle des populations, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a d'un côté les citoyens qui perdent confiance dans leurs élites, mais que petit à petit aussi, les élites ont tendance à perdre confiance dans les populations. Et c'est d'où la nécessité ou la volonté d'essayer de contrôler, de vérifier. Si on vous dit restez chez vous parce que c'est dangereux, vous ne resterez sûrement pas. Donc, il va sûrement falloir trouver un moyen de contrôler que vous le fassiez bien. Et je pense que là, à un moment, il y a une façon de réapprendre
pour moi, le vrai problème, il n'est pas du tout technologique, il est avant tout politique. Quand on parlait d'éducation, je pense que la première éducation qu'il nous faut, c'est une éducation politique. Ce qu'il nous faut, c'est un projet politique. Parce que moi, ça m'amuse beaucoup de voir, on dit oui, les entreprises veulent devenir maîtres du monde, mais toutes les entreprises veulent devenir maîtres du monde. La boucherie de quartier, elle veut devenir maître du monde. Simplement, elle ne peut pas. Et je pense que c'est dans la nature d'une entreprise que d'accroître ses parts de marché jusqu'à… C'est un organisme qui grandit. Donc, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, comme ça a été évoqué, ces tentations-là de l'entreprise de grandir de façon quasiment organique, elles ont toujours été compensées par un projet politique. Et là, le problème, c'est que comme on commence à ne plus avoir de projet politique, ou comme le projet politique ne permet plus de les contrôler, c'est là qu'on est en difficulté. Et je pense qu'effectivement, on citait ce qui s'était passé pour la Standard Oil ou AT&T. Effectivement, je pense qu'on a eu à un moment, comment dire, une opposition entre, d'un côté, les intérêts économiques, de l'autre côté, les intérêts politiques. Et le politique l'a emporté. Pourquoi, à mon sens, Google ou Facebook ne seront jamais démantelés ou pas avant très longtemps? C'est parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de se priver de leurs champions face aux champions chinois. Donc, en fait, jamais ils ne le feront. Et donc, en fait, on est dans un contexte là où le politique, au moins le politique des Américains et encore plus le politique des Chinois, lui utilise ces outils économiques et a tout à fait intérêt à ce que leur part de marché grandisse, leur contrôle sur l'économie grandisse, etc. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on bâtit un projet européen qui va venir faire contrepoids par rapport à ça? Mais dans ce que vous dites, j'entends, alors il faudra qu'on fasse une deuxième conférence, vous ne croyez pas à la singularité de l'outil numérique lui-même. Vous ne croyez pas à la singularité de l'ère de la technique. Vous dites que le Facebook veut devenir maître du monde comme le boucher de quartier. Est-ce que vous êtes bien sûr que le smartphone est aussi neutre, si je puis dire, que la ficelle, la côtelette? Êtes-vous bien sûr de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une singularité de l'ère de la technique quand même? Non, bien sûr que non. J'ai commencé à parler d'une révolution cognitive comme il n'y en avait pas eu depuis des millénaires. Donc, bien entendu, je me rends compte qu'il y a un changement de paradigme. Mais peut-être que aussi notre société est dans une situation de fracture. Si vous parlez d'une singularité, moi je ne suis pas sûr que ce soit une singularité, parce que comme ça a été évoqué, je pense quand même que c'est une étape de transformation, mais une étape majeure, j'en suis conscient. Mais est-ce que notre société n'est pas aussi dans une situation qui est une étape de transformation majeure? Et je pense qu'en fait, on a un peu trop tendance à avoir une espèce de fétichisme de la technologie où on va beaucoup regarder la technologie comme étant, en gros, c'est elle qui pose les problèmes et c'est elle qui pourra apporter les solutions. Non, ça, c'est dans notre société et dans notre façon de les utiliser. Nous, quand on fait l'éthique au sein de notre fondation, notamment avec des dirigeants d'entreprise, on n'aborde jamais une technologie. C'est toujours une technologie dans un usage par rapport à un marché ou une population. Donc, ça veut dire quelque part une technologie confrontée à une société. Et je pense que le problème, il ne se résoudra pas du côté de la technologie tant que notre société n'aura pas combattu ces démons, pour faire simple. Très bien, je vous remercie. Je vois qu'il est 54. Je vous propose de nous arrêter là pour pouvoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, notamment pour les Français qui nous écoutent, pouvoir aller écouter, s'ils le souhaitent, le président de la République. Donc, je vous propose de nous arrêter là. Je vais remercier infiniment le frère Salobir, remercier Olivier Babot, remercier Cyril Dalmont pour ces échanges extrêmement riches et passionnants. Je vous souhaite une très belle soirée. Non, avant, je vous avertis que nous organiserons notre prochaine conférence en ligne le 15 décembre prochain et nous recevrons Patrick Stefanini qui vient de sortir un livre sur l'immigration. L'immigration, c'est réalité qu'on nous cache, sur donc la question de la politique migratoire. Le titre en sera « Peut-on reprendre le contrôle ?» Voilà, je vous remercie tous infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci Jean-Thomas. Merci pour l'organisation.